Je suis avec Mélanie Saint-Onge. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Là, tu m'as repris tantôt sur ton métier, parce que là, moi, je pensais que tu étais neuropsychologue, neurologue, tout ça, mais c'est pas ça. Tu as une spécialité dans ce domaine-là, mais à la base, qu'est-ce que tu as comme formation, toi? Moi, j'ai un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. OK. J'ai ensuite fait une maîtrise en éducation. Je trouvais que c'était pas suffisant d'avoir un baccalauréat quand j'enseignais à Montréal, dans un milieu pluriethnique, avec une diversité culturelle puis des besoins particuliers. Alors, donc, j'ai fait une maîtrise en éducation. Et ensuite de ça, je me suis perfectionnée en orthopédagogie et en neurodidactique. Donc, on va tout expliquer ça. Oui. À la base, tous tes parents, c'était-tu des gens qui étaient dans l'enseignement? Pas du tout. Mais tu as une sœur qui est enseignante. Oui. Bon. Oui. Mais ma mère, c'est une grande... On la salue, Marie-Josée Saint-Onge. Donc, qui est enseignante au secondaire, en adaptation scolaire, je me rappelle bien. Mais ta maman, tu disais... C'est une grande pédagogue née. OK. Elle avait un sens de l'apprentissage, de passer des notions à la maison. Absolument. OK. Des jeux éducatifs. C'est une maman à la maison. OK. Une maman présente. Et puis, elle participait aussi là, à certaines activités à l'école pour Comité soutenir. De parents, implication, oui, elle accompagner dans des sorties, puis tout ça. Oui. Fait que là vient le choix de faire un métier. Toi, qu'est-ce qui va t'accrocher, de dire, moi, je vais faire des études universitaires pour être enseignante? Moi, je n'avais aucune idée que ça prenait des études universitaires pour être enseignante au moment où j'ai décidé que j'allais être un jour enseignante, puisque j'enseignais à mes poupées. Ah! Puis ça, c'est une affaire, moi, que j'ai compris en ayant une fille. Puis là, OK. tu vas peut-être... corrige-moi si je suis dans les préjugés. Tu mets une fille... Tu observes un enfant fille jouer, ou tu observes un groupe de filles jouer, puis là, je parle de 6 ans en baissant. À un moment donné, ils vont jouer à l'école. Il y a des grosses probabilités. Me trompes-tu si tu penses que je suis entre guillemets, mal tombé ou bien tombé sur ma fille, mais il y a quelque chose d'inné à jouer à l'école quand on est des filles. Oui, absolument. Puis je me souviens aussi dans ma famille, quand on allait chez ma grand-mère dans le sous-sol, il y avait un grand bureau, puis avec des cousines, on aimait beaucoup jouer à l'école. Okay. Puis ça, on a joué à l'école. OK. Puis tu expliques ça comment? On sait-tu? Y a-t-il quelque chose de neurologique qui explique ça? Là, je pourrais pas vous dire. Je pense que ça a un lien avec les traits de personnalité de chaque personne. Fait que là, tu tripes vraiment à enseigner. Puis comme tu dis, tu savais même pas qu'il fallait aller à l'université. Puis là, arrive, tu vieillis, mais ton choix continue. Toi, le choix que tu avais à 6-7 ans, à 5 ans, c'est le choix que tu as eu à 20 ans puis à 22 ans. Là. OK. Puis là, on fait des études universitaires. Est-ce qu'on va enseigner? Oui, tu me l'as dit tantôt. Oui. Puis pourquoi dans la région de Montréal? Es-tu native de ce Montréal, toi, non? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait mon baccalauréat. C'était dans les premières années que le baccalauréat était de 4 ans, avec un internat, un stage d'une session. Et puis, bien, j'ai toujours été une fille très déterminée, proactive, qui aimait que les choses se passent bien, se passent vite. Et donc, j'ai fait mon bac en 3 ans et demi. Mm-hmm. Alors, donc, j'avais une demi-année d'avance sur mes collègues. Alors, donc, j'ai vu qu'à l'époque, c'était le centre de service scolaire de Montréal. Je suis un peu mélangée pour maintenant qu'on a changé de centre de service. C'était la CSDM, la Commission scolaire de Montréal. Maintenant, c'est le centre de service scolaire de Montréal. Et puis, donc, je me suis dit, je vais aller développer mon expérience. Puis après, je vais revenir dans la région. Fait que tu faisais-tu de la suppléance ou tu avais un poste à toi? Bien là, j'avais un contrat d'une année. Là. Okay. C'était, en fait, d'une demi-année, parce que j'ai fait mon bac en 3 ans et demi. Donc, j'arrivais en janvier jusqu'en juin. Puis, d'une année à l'autre, la direction me demandait de reprendre une classe à la même école. Alors, j'ai été à la même école là, pendant quelques années. Évidemment, il y a des gens qui nous regardent, qui ont été à l'école. Il y a les livres, il y a l'apprendre des livres, mais rendu dans la vraie vie, là, dans la classe, puis tantôt, tu l'as abordé dans l'introduction, là, il y a des choses, tu vas faire des constats. Là. Mm-hmm. Est-ce que puis tantôt, je vais te parler d'avenir d'éducation. Oh mon Dieu, je pensais pas non, qu'on allait discuter ça, puis c'est super, c'est touchant. OK. Mais est-ce que tu vas voir j'allais dire le mot dichotomie, ou un paradoxe entre ce que tu as appris puis ce que tu vas vivre? Est-ce que tu vois, y a-tu eu des distorsions? Comme sur quoi? Absolument. Il y a eu
d'abord, tu l'as mentionné tantôt, ma sœur était enseignante et puis elle est plus vieille que toi. elle est plus vieille que moi, donc on a 4 ans de différence. Elle avait terminé son baccalauréat en enseignement de l'anglais et les besoins à l'époque, il y a 20 quelques années, étaient aussi importants, peut-être pas aussi importants, mais il y avait des besoins au niveau de la suppléance. Alors, ça arrivait que ma sœur recevait des appels pour aller faire de la suppléance, mais là, ne pouvait pas aller à cette suppléance-là parce qu'elle avait déjà un engagement. Alors, ça arrivait parfois que même si j'étais au tout début de mon baccalauréat, je commençais déjà à faire de la suppléance et c'est vraiment le côté terrain que j'ai beaucoup apprécié dans cette expérience-là. Alors, imagine quand je retournais sur les bancs d'école à l'université et qu'on me parlait de gestion de classe avec toutes les théories, on parlait au niveau des comportements ou quoi que ce soit. Et là, moi, j'arrivais avec des exemples vraiment concrets, pratico-pratiques du milieu. Alors, oui, parfois, il y a un écart entre... Évidemment, ça fait quelques années que tu as fait ton bac en enseignement, mais c'est quoi? C'était-tu l'aspect pas assez concret dans l'enseignement? On est trop dans les théories puis trop dans les nuages et tout ça? Généralement, la critique que tu pouvais émettre à ce moment-là? À ce moment-là, la critique que je pouvais peut-être émettre, c'était ça, plutôt théorique, moins pratique, puis je dirais même aujourd'hui, la formation initiale des maîtres, peu importe l'université, là, j'ai fréquenté l'Université de Sherbrooke, l'UQAM, l'UDM, l'Université de Montréal et l'UQTR. Je suis même chargée de cours à l'UQTR présentement. Et la problématique, d'abord, c'est d'avoir 2 baccalauréats, un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, puis un baccalauréat en adaptation scolaire, alors qu'au primaire, un enfant sur 5 a un trouble d'apprentissage ou en fait une caractéristique qu'on appelle EHDAA, élève en difficulté d'apprentissage et d'adaptation. Et au secondaire, c'est un élève sur 3 qui est un élève avec des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation intégré en classe régulière. OK. Alors, mais ça, est-ce qu'il y en a plus qu'il y en avait ou sont mieux identifiés? Il y a eu un moment donné, je ne pourrais pas dire en quelle année, mais une décision gouvernementale d'intégrer les élèves en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation dans les classes régulières. Ça a été une décision gouvernementale. On avait dit à l'époque qu'on fermait les classes les classes spéciales. Les classes spéciales, c'est ça qu'on appelait comme ça. Alors, bien, puis je ne peux pas me prononcer par rapport à est-ce que c'est mieux d'intégrer un élève en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation en classe régulière ou est-ce que c'est mieux d'avoir une classe en adaptation scolaire parce que je dirais que ça dépend toujours de l'enfant. OK. Et j'écoutais j'écoutais quelqu'un à la télévision hier qui disait s'il pouvait y avoir plusieurs programmes de formation adaptés à chaque élève, aux besoins de chaque élève, puis pour que chaque élève puisse démontrer tout son potentiel. OK. Et le système scolaire, présentement, ne permet pas, je trouve... Il y a une tendance à conformer, la conformité. D'enseigner pour la moyenne. Mais quoi qu'il y a beaucoup plus d'options qu'il y en avait. Parce que, moi, je suis plus vieux que toi, je suis dans les âges Jean-Marie-José, tu sais, des options musique, des options sport, puis des options internationales. Là, nous autres, c'était pas ça. Là. Il y avait un chemin, puis si tu débarquais du chemin, c'était fini l'école. Il y a ces options-là, mais il y a aussi l'apprentissage en tant que tel, que ce soit en français, en mathématiques. Okay. On a chacun notre rythme d'apprentissage. OK. Fait que là, on va venir. Fait que là, bon, Mélanie Saint-Onge, tu remplaces, là, puis là, à Montréal, ils t'aiment bien, puis là, ta directrice, elle te renouvelle, tu sais. C'est une belle carrière. Là. Pourquoi que je parle à quelqu'un qui n'est pas enseignante dans une école primaire ici ou secondaire ou peu importe au Québec? Pourquoi tu n'as pas enseigné? Ben, tu as enseigné. Oui, bien, j'ai enseigné plusieurs années. OK. Oui, pourquoi je n'enseigne plus aujourd'hui? Oui, c'est ça, oui. Parce que j'avais envie d'aider plus d'apprenants. OK. Et... oui, on peut faire des petits miracles, un élève à la fois. J'ai presque toujours enseigné en adaptation scolaire. J'ai même enseigné au secondaire en adaptation scolaire. Mais j'avais l'impression que je pouvais faire quelque chose de plus
grand, de plus important. D'ailleurs, depuis 2020, j'ai lancé mon entreprise de formation en ligne, Neurodidacte, qui s'appuie sur des principes neurodidactiques pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation des connaissances qui sont préalables au développement des compétences, des habiletés, des concepts, des processus, notamment le code linguistique en français. Bon, là, on y vient. Là, tu vas nous expliquer. Là, tu l'as fait vite, là. Puis moi, je pense que je suis un pas pire apprenant. Là. J'ai été à l'école assez longtemps. Je me suis rendu au doctorat. Fait que, bon, je ne l'ai pas terminé, là, mais j'ai fait un bac de maîtrise. Fait que, j'avais une capacité d'apprendre. Mais là, tu as été trop vite pour moi. Là. La neurodidactique, c'est quoi? Ben, les neurones, moi, c'est comme nos vecteurs du cerveau. Là. Absolument. La neurodidactique, c'est quoi? C'est la manière que notre cerveau est conçu pour apprendre. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Maintenant, avec les IRM fonctionnels, les tuyaux, là, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. On passe dans un cylindre, puis ils peuvent analyser notre activité cérébrale. Exactement. Pas pire, hein? Alors là, maintenant, on est capable d'identifier quelles sont les meilleures stratégies d'enseignement et d'apprentissage qui sont les plus efficaces. Selon la personne. Pas selon la personne. On comprend mieux. Solliciter le bon réseau de neurones. Alors, et puis, au niveau de la structure cérébrale, bien, d'un individu à l'autre, c'est relativement semblable, à moins d'avoir des troubles neurologiques, dyslexie, par exemple, une dysorthographie. Là, on va voir une activité cérébrale qui est atypique, là, qui n'est pas... Parce que quelqu'un qui est dyslexique, c'est pas parce qu'il veut, là. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un mauvais fonctionnement dans son cerveau. Exactement. Au niveau de l'activité cérébrale, on le voit aussi, que l'activité cérébrale d'un normolecteur est différente d'un élève qui a des troubles d'apprentissage comme la dyslexie. Donc, on comprend mieux, puis de ça, on peut tirer des stratégies d'apprentissage. Oui, par exemple, au Québec, un peu moins, mais en France, beaucoup. Les enseignants étaient un peu déchirés entre la méthode d'enseignement de la lecture globale, montrer des mots, maman, papa, à l'école, et la lecture, l'apprentissage de la lecture syllabique, par syllabe. Ma, ça fait a, ma, en, man, maman. Comme ça. Alors, on a vu avec l'activité cérébrale de l'apprenant à lecture que, d'abord, l'apprenant qui apprenait la lecture, reconnaissance globale des mots, apprenait plus rapidement à lire. Cependant, il n'était pas capable de décoder tous les mots. Parce qu'à un moment donné, là, la reconnaissance globale des mots a ses limites. Alors, à un moment donné, dans la courbe d'apprentissage, les enfants qui avaient appris avec la lecture syllabique des mots, là, à ce moment-là, on voyait qu'ils continuaient la progression alors que les autres arrêtaient de progresser au niveau de la lecture. À un moment donné, dans une autre vie, j'étais au gouvernement du Québec, puis j'avais voulu développer un projet adapté à des gens d'éducation en démocratie pour des gens analphabètes, des nouveaux arrivants. Parce que moi, je me disais, souvent, on parle à des convaincus. Dire à quelqu'un, c'est important de voter puis s'impliquer, puis il vote déjà. Je peux parler dans le vide, là. Fait que moi, je visais les gens qui participent pas. Fait que souvent, c'est des gens moins scolarisés. Bon, puis j'avais été dans des groupes d'apprenants, des analphabètes. Et c'est ça, on m'avait rapporté une histoire, c'est une femme qui lisait l'Évangile à l'Église à chaque dimanche. Elle faisait une lecture, mais elle ne comprenait pas ce qu'elle lisait. Fait que c'était peut-être ça qu'elle avait. Est-ce qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle lisait ou si elle avait appris par cœur le texte de manière à... Elle n'était pas capable de décoder ce qui était écrit, mais elle récitait par cœur comme on récite une chanson? Non, elle était capable de lire, mais ne comprenait pas le sens de ce qu'elle lisait. Ça se passait où, là, Jésus parle, là, il était où? Je ne m'en rappelle plus. Puis c'était pas un problème de mémoire, c'est que c'est ça. Elle savait lire, mais elle ne savait pas décoder le sens de sa lecture. Fait qu'on ne peut pas la diagnostiquer 20 ans après, puis elle n'est pas là. C'est juste une anecdote qu'on m'a contée, mais ça peut être des choses comme ça. Puis ça, c'est handicapant. Oui, mais là, à ce moment-là, si elle était capable de bien lire et de bien décoder le texte écrit, à ce moment-là, bien, c'était peut-être plus au niveau du langage qu'elle avait des difficultés. Un trouble développemental du langage au niveau de la compréhension. Mais ce qu'on dit là, par rapport à ce que tu parlais de neurodidactique, c'est hyper important parce que
c'est notre vie, l'apprentissage. Si on n'apprend pas, on ne reste pas en vie. Oui. J'exagère, là, mais si on n'est pas capable de saisir les dangers... Et malheureusement, ça fait 20 ans que ça existe, la neurodidactique. Et je suis allée à l'association, à l'Assemblée générale, l'Assemblée annuelle de l'Association de la recherche en neuroéducation récemment, et j'ai posé la question, combien d'enseignants sommes-nous à avoir suivi la formation? On m'a répondu une centaine. Puis il y a des milliers et des milliers d'enseignants au Québec. Hein? Oui, et les enseignants, malheureusement, il y a beaucoup de neuromythes qui voyagent dans nos écoles. Par exemple, on n'utilise que 10 % de notre cerveau. La nature est... Moi aussi, j'ai entendu souvent, si on pouvait exploiter plus notre cerveau, mais la nature n'est pas folle. Ça l'a créé ça, c'est pas pour qu'il y ait 90 % qui servent à rien. C'est ça. Hein? Donc, on utilise vraiment 100 % de notre cerveau. Ouais. Même, j'ai acheté une œuvre d'un peintre aveugle et qui a perdu la vue à l'âge de 30 ans. Et il est capable de reproduire des visages dont il est capable de se remémorer les traits avec le braille. Oui, il est capable de voir la texture, pas la texture, mais la couleur. Mais pour mélanger, par exemple, un noir avec un blanc pour faire le gris souhaité, il voit pas. Il va y aller avec la texture. Ah, il est capable, c'est quelque chose. Oui. Fait que ça, c'est un mythe. Puis y en a-tu d'autres, des mythes qu'on a? Oui. À une époque, il y avait une mode dans les écoles, on appelait ça le brain gym. Alors là, le brain gym, ce qu'on faisait, c'était d'essayer d'unifier cerveau droit, cerveau gauche. Alors là, il y avait des exercices qu'on faisait faire aux enfants, de tourner les mains, en tout cas, tout ça. Donc, non seulement ça a été prouvé par la science comme étant inefficace, puis non seulement inefficace, et même délétère, dommageable pour... dans la conception, quand l'enseignant a une conception erronée par rapport à l'apprentissage, bien, il peut prendre des décisions pédagogiques qui vont faire en sorte que ça va nuire à l'élève. Un autre exemple, on parle des intelligences multiples. Okay. Là, explique-moi. J'ai déjà entendu ça, mais je me suis... C'était quoi? L'intelligence émotionnelle. Oui, kinesthésique, musicale, il n'y a pas juste le quotient logico-mathématique et tout ça. Alors là, oui, ça a été un bon vendeur de mettre un titre comme les intelligences multiples. Cependant, il n'y a que le QI présentement qui est validé par la science puis qu'on est capable de reproduire, mesurer et tout ça. Alors, par rapport au quotient intellectuel, à la définition de l'intelligence qui fait un consensus. Alors, les intelligences multiples, même son auteur était ressorti dans les journaux pour dire, ouais, bien, c'était peut-être un peu plus vendeur d'écrire intelligence. D'ailleurs, aujourd'hui, on entend beaucoup de neuro, c'est vendeur. Oui, hein? Bien, on a eu ces phénomènes-là en psychologie, en psychiatrie. Le monde se font comme une poutine de connaissances, puis là, ils ont de l'air savants. Puis je trouve ça intéressant que tu parles de ça, parce que là, je vais faire on va exagérer un petit peu, des fois, j'aime ça. Tu sais, si tu n'as pas un quotient intellectuel élevé, si tu es capable de trouver une autre forme de l'intelligence qui va te valoriser, il y a peut-être ça derrière de ça. Là. Oui, puis... Moi, je n'étais pas capable d'aller longtemps à l'université, mais moi, je suis un diplômé de l'École de la vie. Là. Tu sais, il y a ça, il y a ce discours-là de gens qui se sentaient pas valorisés à l'école. Oui. Puis qui se trouve une manière de se valoriser. Mais... peut-être, mais en fait, le quotient intellectuel, ça n'a pas... Comment je pourrais dire ça? C'est pas synonyme de réussite scolaire. Ou de réussite. OK. Oui, parce qu'il y a des gens... Dans la vie. OK. Parce que si on a un déficit de l'attention, par exemple, ou... il y a des gens, des choses qui viennent interférer. Bien oui, parce que là, l'évaluation neuropsychologique, et je ne suis pas neuropsychologue, je tiens à le mentionner. Oui, ça, c'est important. C'est très important parce que... On ne fera pas ce qu'on reproche à certains, de se prétendre ce qu'on n'est pas. Ouais. Alors, les neuropsychologues, eux, ont des tests valides, justement, pour évaluer s'il y a la présence ou pas d'un déficit de l'attention. Alors... c'est possible, quand on évalue le fonctionnement cognitif d'un individu, bien, on ne peut pas prendre le QI tel quel parce qu'il y a justement des interférences avec les types de tests
qu'on demande aussi aux personnes de faire, là. Puis, qu'est-ce que c'est, je profite de toi, moi, là, puis je fais profiter aux gens, le quotient intellectuel, c'est quoi? C'est la capacité de s'adapter rapidement à son environnement? Ça, je vais laisser vraiment une neuropsychologue répondre à cette question-là. Moi, je peux parler de neurodidactique, d'enseignement, pédagogie. Là, on a des enfants dans les écoles, puis là, ce que je comprenais, c'est que toi, tu souhaiterais qu'il y ait plus d'enseignants qui soient formés dans ce domaine-là pour adapter leur apprentissage basé sur des connaissances scientifiques. Je résume, c'est un peu ça que tu as dit. Mais on a des adultes aussi qui nous regardent. Moi j'ai 50 ans, je crois, je suis persuadé que je suis encore en apprentissage de plein de domaines. Absolument. Comme adulte, ce que tu sais, toi, y a-tu des choses que je peux faire, moi, pour m'adapter? Pas pour m'adapter, mais pour être un meilleur apprenant? D'abord, on sait maintenant que le cerveau est neuroplastique. Ça veut dire que... J'apprends des affaires. Du plastique, je sais quoi, là, mais le cerveau plastique... Neuroplastique, c'est qu'on peut modifier nos connexions neuronales. Ah, on peut. OK, c'est pas fini, ça. Ce n'est pas fini. Il y a eu des livres, à un moment donné, tout se joue avant l'âge de 5 ans, là. OK. Bon, on peut dire qu'on peut être des apprenants pour la vie, peu importe l'âge. Okay. Mais moi, j'ai déjà, puis là encore là, c'est peut-être des mythes, mais j'ai déjà entendu dire qu'il y avait comme des périodes où cette grosse bouillie-là était super forte avant 6 ans. Il y avait comme un genre de reboot là, en termes informatiques, une reconfiguration, puis il y en avait une aussi à l'adolescence. Oui. Puis moi, on m'avait dit, là, tu sais, les drogues dures chimiques à 13-14 ans, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est jamais en général une bonne idée, mais surtout à ce moment-là, parce que là, tu rentres dans le bouilli. Là, avant l'âge de 21 ans, 25 ans, là où le cortex préfrontal vraiment est... puis même récemment, j'avais une discussion avec ma fille à ce sujet-là par rapport à la maturité des garçons versus les filles. Et la maturité même du cortex préfrontal, là où il y a toutes les fonctions exécutives. Attention, c'est un terme un peu scientifique, là, mais tout ce que ça veut dire, les fonctions exécutives, c'est la capacité à planifier nos tâches, la capacité à manipuler l'information dans notre tête pour exécuter une tâche, la capacité à inhiber quelque chose. On aurait envie de se fâcher ou on aurait envie de se lever puis de faire autre chose, mais on sait qu'on a un examen, donc c'est important de rester à la tâche. C'est l'inhibition qui nous permet de faire ça. Et chez les garçons, ça prend plus de temps, c'est ça. Donc, au niveau de la structure cérébrale, oui, jusqu'à l'âge de 25 ans, je ne voudrais pas me tromper, là, mais 21 ans, 25 ans, il y a toute une restructuration de notre cerveau. Cette restructuration, on ne parlera plus de restructuration, mais cette modification-là continue dans le temps. Oui. Est moins importante que cet âge-là. Puis ça veut-tu dire ça qu'on peut faire on peut avoir un mode de vie qui va favoriser la régénérescence de nos... je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais en tout cas que nos neurones, ça soit bien huilé. Hein? C'est très important. D'ailleurs, la science qu'elle dit présentement pour les gens qui sont... peut-être qui ont arrêté de travailler, qui sont à la retraite, d'apprendre une nouvelle langue. Ça active vraiment notre cerveau, puis ça fait en sorte qu'on est qu'on est toujours actif, qu'on apprend à apprendre la musique, jouer du piano, jouer de la guitare. Donc, ne pas... stagner. Oui, c'est ça. Dire, ben là, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, là, ce que j'avais à apprendre, c'est fini. Et je mettrais aussi en garde la population. Ben vas-y, c'est pour ça qu'on fait ça. Faire attention lorsque il y a des applications qui existent, booster votre mémoire, augmenter vos facultés cognitives et tout ça. Bien, en fait, c'est... Ces beaux petits téléphones-là. Tous ces tests, toutes ces applications-là, en fait, oui, on va s'améliorer à mettre des carrés rouges dans des cercles, puis on va augmenter notre vitesse de traitement des tâches, très, très circonscrites, là, dans une activité bien définie, mais dans la vie de tous les jours... ce n'est pas transférable. Donc, on s'améliore d'une fois à l'autre, mais dans la vie de tous les jours, après, on n'a pas une meilleure mémoire. D'ailleurs, la mémoire, c'est quelque chose qui est... la mémoire de travail, c'est quelque chose... On est avec une bonne mémoire de travail ou avec une moins bonne mémoire de travail. Moi, je compare ça
souvent un bol de salade, hein, la capacité à manipuler l'information. Il y en a qui naissent avec un petit bol de salade, donc capable de manipuler moins d'informations. Puis il y en a d'autres qui naissent avec des caractéristiques individuelles qui font en sorte qu'ils ont un gros bol de salade, capable de manipuler beaucoup d'informations. Mais au final, qu'on ait un petit bol de salade ou un gros bol de salade, c'est ce qu'on va faire avec. C'est-à-dire que celui qui a un gros bol de salade, mais qui note rien et qui n'est pas structuré, qui n'a pas développé de stratégie pour structurer son environnement, planifier ses tâches, bien, celui qui a un plus petit bol de salade, capable de manipuler moins d'informations au niveau de sa mémoire de travail, bien, pourrait être plus performant au travail, par exemple, que quelqu'un qui a une meilleure mémoire de travail. Fait que, c'est un peu, je deviens une enseignante, moi je dis fait que. Donc, quand on parle de gens plus âgés, de garder une curiosité intellectuelle, d'aller voir du monde, d'être en contact, aller à la bibliothèque, écouter des documentaires à télé, lire, faire des sudoku, puis comme Absolument. tu dis, apprendre. Partir de zéro. Tu sais, dire ça, j'ai jamais fait ça, je vais m'essayer. Oui. Okay. Oui, puis de voir la progression aussi, parce que de voir qu'on s'améliore, bien, là, on libère de la dopamine. Oui, c'est valorisant. Bien, quand on est bon dans quelque chose, oui. Là, moi, c'est comme le sentiment de se sentir habile. Puis, tu sais, moi, entre autres, je veux pas faire je vais faire un parallèle avec le sport. Tu sais, exemple, tu joues au pickleball. C'est sûr que c'est pas le tennis, puis tu n'iras pas à Roland-Garros, mais tu viens bon vite. Ben bon, il y en a des très, très, très bons, mais tu viens avec l'habilité de retourner à la balle. Puis ça, c'est valorisant. Tandis que si tu n'as jamais joué, tu vas sur un terrain de tennis, 1 contre 1, et ça se peut que tu ne retournes pas tout le temps. Puis, donc, c'est ça, de te mettre dans des situations comme ça. Au niveau neurologique, neurodidactique, tu sais, exemple, moi, tu pourrais analyser mon environnement ici. Là. Beaucoup de choses. Hein? Il y a des objets partout, puis tout ça. Moi, ça a tout été ça. Moi, j'haïs les espaces non habités. Moi, un mur qui n'a rien dessus, je trouve que c'est un mur perdu. Mais ça, tu sais, au niveau... Ça dit-tu quelque chose de moi, ça, au niveau neurologique? Ça? Bien, ça, encore une fois, un psychologue ou un neuropsychologue est qualifié vraiment pour... moi, c'est sûr que je m'y intéresse. Je m'intéresse aux traits de personnalité. Cependant, ce n'est pas ma... Ta connaissance, ta spécialisation. C'est ça, ce n'est pas ma... Mais ce que je veux dire par rapport à ce que tu fais, au niveau de mes stratégies d'apprentissage, d'être surstimulé... Ce n'est pas aidant. Ce serait mieux d'avoir plus dépouillé. Oui. OK. Fait que quand je travaille, pas écouter la radio en même temps, la télé, checker mes textos, puis... Non. Moi, je suis de même, comme une pieuvre. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement que les gens qui se disent bons dans le multitâche, là, bien, ont des performances inférieures à ceux qui se disent moins bons dans le multitâche. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'activité cérébrale, comme je le mentionnais tantôt, on est capable de voir l'activité cérébrale d'un apprenant, de quelqu'un qui fait, par exemple, 2 tâches en même temps, mais en fait, ce n'est pas vrai. Le cerveau passe d'une tâche à l'autre très rapidement. OK. Fait que tu es aussi mieux de faire quelque chose comme du monde à 100 et non pas à 10 le mythe là, que tu me parlais tantôt. Oui. Je le fais à 100 fais comme du monde. Ça va me prendre 5 minutes, puis mon 5 minutes après, je le ferai pour mon autre tâche. Oui, même quand on communique, de prendre le temps d'écouter l'autre, c'est une tâche. Et ne pas penser à ce que je vais répondre à la personne. Ça, ben là, on sort du domaine, mais il y a beaucoup de gens, c'est ça, ils n'écoutent pas. Mais en écoutant l'autre, là, puis en prenant le temps, c'est ça, une tâche à la fois. Je ne peux pas penser à ce que je vais te dire pendant que je t'écoute. Oui, ben non. Je suis en train de faire d'autres choses. C'est un peu comme, c'est quoi l'exemple qu'on donnait, là, par exemple, lire un texte en... tout dépendant de l'énergie cognitive que ça nous demande, là, mais lire un texte puis conduire, là, je veux dire, on peut pas... se maquiller puis conduire. Se maquiller, conduire, c'est ça. Mâcher de la gomme, ça ne te porte pas beaucoup d'énergie cognitive, mais prendre un café, écouter de la musique, on s'en va à Montréal, bien, tout va bien, parfait, on conduit, on prend notre café, tout ça, mais là, à un moment donné, le trafic arrive, qu'est-ce qui arrive? Bien, on va probablement diminuer le son. Puis on va peut-être laisser notre café de côté. Parce que là, on a besoin de notre attention et de notre concentration. Hein, alors, il y a une fameuse photo que je vais passer, un meme là, sur Facebook. Tu vois, la fille, elle cherche un stationnement, puis tu la vois baisser le son de sa radio. Mais oui, parce que ça nous demande une énergie cognitive. Alors, quand on a besoin d'avoir
toutes nos unités d'énergie dans la même direction, à ce moment-là, bien oui, on diminue les distracteurs. Donc, ce qui est bon pour les enfants, c'est d'avoir un lieu de travail calme, pas être dans le milieu, tu sais, exemple, moi, je vais écrire un mémoire de maîtrise, puis je suis dans le milieu de la cuisine, puis il y a 3-4 enfants qui se promènent, ça fera pas un super travail. Là. Vaut mieux prendre une heure. Ou faire mes impôts aussi. Oh, mon Dieu! Mais tu sais, faire mes impôts, puis ça joue dans la maison, c'est pas une bonne idée. C'est pas nécessairement une bonne idée. C'est mieux de prendre le temps de se retirer et d'être complètement attentif et concentré. L'attention et la concentration sont les portes d'entrée de l'apprentissage. Si je ne suis pas attentif et concentré sur ce que je suis en train de faire, bien, il n'y a pas d'encodage qui peut se faire, tu sais, puis il n'y a pas de traitement cognitif aussi important que... Puis là, les fameuses listes, c'est une bonne chose de faire des listes. Oui, c'est une bonne chose. Au niveau neurologique et au niveau didactique. Oui, parce que sinon, il y a des pensées parasitaires qui occupent notre esprit. J'ai-tu oublié de débrancher ma cafetière? Je dois faire ça, je dois aller faire... Faut pas que j'oublie, c'est vrai. Tu sais, telle activité, la photo scolaire des enfants demain. Le nettoyeur, mon Dieu, oublié. Oui. Alors, si on écrit une liste des tâches où on fait juste se libérer l'esprit, puis aussi, il y a le temps dédié, on en parlait tantôt, c'est mieux d'avoir un temps dédié d'1 heure puis être à 100% sur notre tâche, mais s'il y a des pensées parasitaires, on les écrit sur un papier à côté. Mais je me trompe-tu, puis dans la connaissance que tu as, dans l'observation, c'est plus difficile de faire ça qu'avant? Parce que moi, quand j'étais à l'université, j'avais pas ça dans les mains. Non. Hein. Puis ça, j'ai ça dans les mains, je dors à côté. Le cerveau, quand je ne l'ai pas dans les mains, il est à côté. Je l'ai tout le temps. Mais ça, ça m'aide pas. Là. Ben, ça m'aide. Il y a des affaires que ça m'aide, là, mais ça me déconcentre. Il y a plus de stimulation en 2024 qu'en avait en 1984. De stimulation et d'information. On est bombardé. Jamais le cerveau n'a eu à traiter autant d'informations, la quantité d'informations. Donc, qu'est-ce qui est important de ce qui ne l'est pas? C'est une nouvelle habileté que notre cerveau est un peu obligé de faire. D'ailleurs, on ne doit pas tout croire, croire tout ce qu'on nous dit, de croire tout ce qu'on entend, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi. Oui, là, je vais me permettre un petit aparté. Là. Tu sais, quand tu partages des mini-maisons graffinées. Les mini-maisons graffinées? J'ai du monde sur mon Facebook dans ce temps-ci. Si tu partages, c'est une compagnie, ils ont des mini-maisons graffinées, puis qui les donnent, parce qu'ils sont graffiniers. Ils donnent 5 maisons. Puis là, le monde partage ça. Mais ça ne m'envoie pas un super bon signal, la personne qui le partage. Il n'a pas été capable de décoder. C'est comme dire, le char est plus bon parce que le cendrier est plein. C'est pas logique. C'est pas logique. Donc, c'est important, oui, de faire attention. Donc, on est surstimulé, beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, puis là, je parle pas de capacité intellectuelle, mais de détecter, la capacité à détecter ce qui est de la bonne information, ce qui n'est pas de la bonne information? Y a-t-il un aspect de neurodidactique là-dedans? Ce que je pourrais dire par rapport à la neurodidactique, l'apprentissage et l'information, pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation, c'est important de bien structurer l'information. D'aller du plus simple au plus complexe, puis du général au spécifique. Alors ça fait partie des principes neurodidactiques. Maintenant, si j'ai devant moi beaucoup d'informations, bien peut-être que je devrais accorder plus de valeur à un article qui est appuyé par des chercheurs ou par des gens, comme je le mentionnais tantôt, je ne suis pas neuropsychologue, donc je n'irai pas me nommer des choses par rapport à un domaine d'activité où je ne suis pas spécialiste dans la matière. On dit encore, faire ce que tu reproches à personne. Parce que, tu sais, on l'a vu avec la pandémie, on a eu des spécialistes des vaccins, là, on a eu des spécialistes des feux de forêt l'année passée, là, on a des spécialistes de transsexualité, on a, tu sais, il y a des gens qui... Il y a des gens d'opinion qui aiment donner leur opinion, c'est tranché. Puis là, moi, je le sais, puis c'est ça. Puis les réseaux sociaux donnent une belle tribune pour ces gens-là qui aiment donner leur opinion. Puis je trouve très problématique, je vais me permettre un éditorial, ce que Meta a fait, de sortir les médias reconnus de Facebook.
Là, c'est de la cochonnerie. Tu sais, c'est des gens, ben là, j'ai entendu ça, moi, puis je le répète, puis là, le monde repartage ça, puis ça crée des... Puis l'intelligence artificielle, que j'ai peur de ça. Ah oui, pour vrai? Pas moi. Parce que, tu sais, on parle de gens de distinguer de la bonne information de la mauvaise information. Là, c'est de distinguer le vrai du faux. Fait que s'il y a des gens qui ont de la difficulté à partager de la bonne, de la mauvaise information, imagine départager le vrai du faux. Quand il n'est plus voyable et visible à l'œil. Oui, en ce sens-là, je suis vraiment parfaitement d'accord avec toi. Je pensais que tu parlais de l'utilisation de l'intelligence artificielle au sens plus large, là, mais dans cette... Oui, ça fait peur parce que, par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup avec ChatGPT, qui est un Learning Language Model, et je lui posais des questions par rapport à l'accord des participes passés avec avoir, être et seul. Il est convaincant, ce ChatGPT, mais il ne connaît rien à l'accord des participes passés. Mais c'est tellement convaincant, la manière dont il écrit, nomme les choses, qu'on a vraiment l'impression que... C'est un grand parleur. Oui. Il y a des beaux termes. Ah, vraiment. Mais si tu n'as pas des connaissances de base qui te permettent de valider ce qu'il a dit, c'est ça. Là, tu vas être complètement... Bien, j'ai une autre affaire, comme quoi que là, c'est problématique, j'ai ça dans les mains tout le temps, là, mais j'apprends des affaires. Guy Nantel, l'humoriste, a publié aujourd'hui. OK. Puis lui, il a posé une question, il a publié son décharge avec un logiciel, une application d'intelligence artificielle, puis il a demandé, peux-tu me nommer 5 concurrents qui ont fait la course Destination Monde? Course Destination Monde, on envoyait des jeunes Québécois à travers le monde faire des reportages, dont Guy Nantel. Fait que Guy Nantel, peut-être qu'il était insulté qu'ils ne sortent pas des 5 qui ont marqué. Mais il a sorti des gens qui n'ont pas fait la course. Stéphane Bureau est sorti le premier. Fait que lui, il l'ostinait, lui, il répondait « Ah, ben moi, je m'excuse. » ChatGPT, il s'excusait de ne pas avoir eu la bonne information, mais c'était complètement erroné dans beaucoup de ce qu'il donnait. Puis lui, il avait déduit. Stéphane Bureau, il parle souvent de politique internationale, fait que c'est un gars de médias. Fait que 1 plus 1 plus 1 plus 1 faisait ça, mais c'est pas tout le temps comme ça, l'information, là. Non, puis il y a pas la parce version... qu'un chat a de l'air d'un chat que c'est un chat, là. Non. Okay. Puis il y a le ChatGPT a mis à la disposition de la population en général une version gratuite, mais la version gratuite par rapport à la quantité d'informations qu'il utilise pour répondre aux questions, c'est très, très petit, alors que la version payante, là, à ce moment-là, ChatGPT a accès à beaucoup plus d'informations, donc moins de chances de se tromper parce que tout est alimenté par la toile. Mais encore là, on reçoit prochainement un organisme qui va nous parler de fracture numérique. OK. Ça va être encore un facteur de fracture numérique. Parce que si je veux générer des choses, je n'ai pas des gros revenus ou je n'ai pas les capacités d'accéder à un ordinateur, je n'ai pas Internet parce que je reste dans un rang puis je n'ai pas accès. Il va encore, entre ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les habiletés, puis ceux qui ne les ont pas, il va encore se créer une fracture. Là, je vais te parler d'entrepreneuriat, chère Mélanie Saint-Onge, parce que là, tu as développé une pratique privée. Le chemin, je me trompe-tu en pensant que le chemin est facile, ça aurait été d'être une employée de l'État? Oui, mais mon cerveau a besoin d'être stimulé. Mais c'est dur ce que tu dis là parce que le travail, trop normé, trop de contraintes. Oui, et j'ai vraiment, je dis ça là, vraiment sans dénigrer le travail d'un enseignant. Le travail d'un enseignant, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui ont un cerveau capable d'avoir une routine, disons-le comme ça, et du matin jusqu'au soir. Telle heure. Puis je sais que la tâche d'une enseignante, elle est vraiment très difficile et diversifiée. Donc, chaque année, on arrive avec des situations particulières, avec des besoins particuliers, des enfants qui ont des parents, d'autres collègues aussi, puis des directions différentes. Quand je dis que mon cerveau a besoin d'être stimulé, là, c'est vraiment... j'ai besoin de créer toujours quelque chose de nouveau. Ce que permet pas, puis on parle de l'État, on parle du service public, mais souvent la grande entreprise, on ne peut pas te donner tant de marge de manœuvre aux gens. Je me suis brûlée à essayer de vouloir faire changer les choses dans le système scolaire québécois. Alors, j'ai pour mission de changer
les choses en dehors. Puis si il y a des choses qui ne vont pas au rythme souhaité, bien, je suis la seule responsable de tout ça. Et là, bon, donc tu crées ton entreprise, Neurodidacte. On l'a amorcé, on l'a abordé de façon très rapide tantôt. On va en parler en détail. C'est quoi ça, Neurodidacte? C'est un service en ligne? D'abord, Neurodidacte, en fait, je souhaitais élaborer une plateforme de formation en ligne qui s'appuie sur des principes neurodidactiques pour aider les élèves fin primaire, début secondaire, en français, en mathématiques et en anglais, à acquérir des connaissances qui sont préalables au développement des compétences à lire des textes variés, écrire des textes variés, résoudre des problèmes, raisonner à l'aide de concepts mathématiques, mais toutes les connaissances qu'on enseigne, par exemple, au groupe parfois, mais qu'au niveau de l'attention et de la concentration, quand on enseigne 1 pour 30 élèves, bien, l'attention n'est pas toujours au rendez-vous chez les Puis il y a des moments de la journée aussi que c'est moins bon. Des moments de la journée. Les contextes. C'est tu t'es chicané avec tes parents ou tes parents chicanent à nuit longue, toi, tu as pas mal dormi, tu entends de la chicane dans la maison. Ça se peut que ce soit pas super le matin à l'école. Oui. Bon. Puis c'est difficile pour un enseignant d'offrir à chaque enfant un parcours de formation adapté à ses besoins avec son rythme d'apprentissage. Alors, j'ai décidé de le faire pour aider les étudiants en enseignement à réussir le test de certification en français écrit pour l'enseignement parce que je me suis dit, si ça fonctionne pour un test de 60 questions, en 2018, 3 étudiants sur 4 échouaient au premier essai. Certains devaient se reprendre jusqu'à 15 fois avant de le réussir. Dernièrement, on a vu dans les journaux qu'à l'UQTR, par exemple, c'était 17 % des étudiants qui réussissaient au premier essai. Certains devaient se reprendre jusqu'à 20 fois avant de réussir le test de français. C'est assez inquiétant. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que le TECFE évalue, cependant, mais n'empêche qu'il y a là ça dit quelque chose. Une petite sonnette d'alarme. D'autant plus qu'en suivant ma formation, qui s'appuie sur des principes neurodidactiques, plus de 90 je suis à 93 % des étudiants qui réussissent le test de certification en français écrit pour l'enseignement, même au premier essai. Donc, ce que tu as développé pour des jeunes adultes, des gens de quoi, 19, 20 ans? Là, ou encore des enseignants en formation professionnelle qui doivent aussi réussir le test de français. Oui, je m'en vais enseigner en mécanique, moi, mécanique automobile. Faut que je peux commencer à l'enseigner, mais il faut que j'aille me chercher. Le seuil de réussite est différent en formation professionnelle ou encore en enseignement de l'anglais langue seconde. Le seuil de réussite est de 55 % et pour le baccalauréat en enseignement ou maîtrise, c'est 70 % le taux de réussite. Tu vois un succès là, il y a une manière de faire, mais on s'adresse à des adultes, mais est-ce que tu vas développer ça pour plus jeunes aussi? Oui, l'idée, en fait, c'est dès l'âge de 10 ans, d'avoir un parcours de formation, un itinéraire de formation pour l'apprentissage du français. Et là, il y a des besoins au Québec, mais il y a des besoins aussi ailleurs dans le monde. C'est en ligne. Au Maroc, en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique, par rapport à la francisation. Il y a 93 millions de personnes, d'apprenants qui fréquentent une école francophone dont le français est une des langues officielles. Alors, il y a des besoins qui sont très grands et on a une pénurie de main-d'œuvre, peu importe où on est sur la planète. Là, on va en parler dans regard sur l'éducation, mais donc ta formule, elle est exportable. Mais là, ministère de l'Éducation, y a-tu quelqu'un qui t'a appelé et dit « Hey, Mélanie, on te l'achèterait. Hein? » Mais en fait, tu as à vendre ou tu voudrais-tu travailler, on va te donner de l'autonomie, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Parce qu'il y a un succès. Là. Il y a un succès. Mais y a-tu des gens au ministère qui se sont dit on va s'asseoir avec toi, puis jason? Non. Parce que ça vient pas d'eux autres? Bien, en 2018, je les avais approchés pour parler de ma plateforme de manière plus générale, pour aider l'apprentissage et la mémorisation des connaissances préalables au développement des compétences. Et puis, bon, on ne m'a pas répondu, mais c'est correct parce que monsieur, madame, tout le monde peut aussi avoir des bonnes idées. Puis Mais je décidé de le faire, d'investir. J'ai investi près de 80 000 $ dans la nouvelle plateforme de formation en ligne. Et puis, par la suite,
j'ai décidé que j'allais faire mon petit bonhomme de chemin puis changer les choses, mais tu disais tantôt, de la base plutôt que... Et quand on va voir au niveau des universités, ce qu'on nous répond, c'est on ne sait pas ce qu'on peut faire de plus pour aider les étudiants en enseignement. Donc, ça le prend 20 fois pour recommencer. C'est pas un problème, ça. Puis si tu sens pas la responsabilité d'agir, il y a un problème, ça. Il y a une déresponsabilisation. Oui. C'est comme il y a du monde qui rentre dans les murs tout le temps. C'est peut-être parce que le mur il est mal éclairé. Là. J'exagère, c'est mon style, ça. mais tu sais, au sens figuré, là, il y a une problématique. Mais on est là, on ne rentre pas dans le jugement un peu. Dans le fond, c'est peut-être que ça ne vient pas de l'autre. Fait que là, ça vient du privé, de l'extérieur. C'est pas. Non. Tu n'as pas été. À un moment donné, tu t'es essayé, tu l'as proposé, puis il n'y a pas eu... Oui, c'est ça. Puis ça ne veut pas dire que c'est ça, on ne sait jamais, là, mais pour le moment, ce n'est pas dans les... Fait que là, la belle réalisation de partir de son entreprise, puis c'est-tu le fun d'être entrepreneur, hein? Quand on fait des factures, moi, c'est un des premiers, quand je me suis parti en affaires... la facturation, c'est pas nécessairement... Moi, je ne tripe pas à faire la facturation, mais la première fois que j'ai fait une facture avec mon nom dessus, que je donnais ça à quelqu'un, puis qu'il me payait parce que c'était moi qui l'avais fait, ça m'a super valorisé, ça. Et pas attendre la paye de l'employeur, là, tu sais, que oui, tu fais bien ton travail, puis que là, ça rentre, tandis que là, c'est toi qui as fait la vente, c'est toi qui as donné le service, puis c'est toi qui reçois le service. En tout cas, moi, ça m'a fait bien triper. C'est trippant. Hein? Oui. Là, on développe ce service-là en ligne. Ça, j'ai vu poindre ça, magnifique ouvrage que tu as fait avec Chantal... C'est pas son nom de famille, ça, l'artiste pétillante, Chantal Piché. Piché, elle, c'est une illustratrice, oui. C'est bien ça. Franco-manitobaine. Ah ouais, OK. Mais ça vient d'où, cette idée-là de faire, parce que là, on était dans le service en ligne, puis c'est bien correct, on s'adressait à des adultes, à des jeunes. Pourquoi vouloir faire un beau livre avec couverture rigide, très bien illustré, et puis j'ai pas encore lu le texte, je dirais pas que je l'ai analysé, mais en tout cas, ça me semble être excellent. Pourquoi avoir voulu faire ça? Ça fait partie des 1001 projets que j'ai dans ma tête en continu. J'ai toujours plein d'onglets ouverts, alors mon cerveau a besoin d'être hyper stimulé. D'ailleurs, si je peux me permettre juste de lire un des passages du livre en question qui décrivait justement la psychologie derrière le personnage. Ici, on a la présentation des personnages. C'est une famille. C'est une famille. Bon. Et puis, la maman, ici, on dit dans la tête de ma mère, parce que c'est la petite Florence qui raconte l'histoire. Dans la tête de ma mère, il y a des feux d'artifice. Maman a toujours 1001 projets, 1001 idées. Elle veut tout faire en même temps. Dans la tête de mon père, il y a plein de petites cases. Ses pensées ressemblent à une bibliothèque soigneusement organisée. Dans son monde prévisible et ordonné, tout y est plus simple, une étape à la fois. Alors, ce livre-là, c'est vraiment un petit bébé arrivé comme ça, non planifié. Okay. C'est que quand j'ai eu mes enfants, les enfants ont 15 mois de différence, et puis... Donc, quand j'ai eu mon fils, ma fille était encore à la maison, on n'avait pas de garderie, donc j'avais les deux à la maison. Et à l'âge de 3-4 ans, là, j'ai senti à un moment donné que maman avait des limites. Maman, j'ai toujours eu l'impression que j'avais la force de faire n'importe quoi dans la vie, que jamais j'allais tomber, que j'étais forte et solide. Et mes deux beaux enfants, dans le fond, on fait voir un côté plus sombre de la maman que je n'aurais pas souhaité nécessairement voir. Et puis, j'étais tellement gênée que quand j'ai consulté un psychologue pour lui parler de la situation, je lui ai dit, tu sais, ce qu'on se dit en ce moment, là, ça va vraiment rester ici, hein, parce que... là, oui, mais tout dépendant là, de la situation, oui. C'est parce que moi, là, je disjoncte, tu sais, devant mes enfants. Le choc. Je me choque. J'ai une perte de contrôle. C'est ça. Fait que là, je vois, puis là, ça n'a pas l'air à ça arrive faire à tout peur. le monde. C'est ça. Mais, en fait, ce ne sont pas toutes les personnes qui ont un loup-garou. Alors là, j'ai départagé la maman aimante du loup-garou parce que maman a vécu des transformations. Puis quand je parle de transformation, ce n'est pas juste de crier ou de perdre le contrôle. Mais c'est vraiment, là, je sors de mon corps, il y a une voix qui vient du
plus profond de moi-même. Et quand je reviens à moi, je vois dans les yeux de mes enfants la peur. Et puis, à ce moment-là, je me disais, mais mon Dieu, je ne veux pas être une maman comme ça qui fait peur à ses enfants et tout ça. Alors, mais il y a des types de personnalités, surtout quand on a un déficit de l'attention. On a la mèche plus courte au niveau des unités d'énergie qu'on est capable de gérer dans une journée quand on est plus fatigué. Puis pourtant, ça arrive souvent dans notre famille, justement, quand les gens ou les entrepreneurs qui ont beaucoup de pression, mais malheureusement, c'est souvent notre famille qui écope et non pas nos clients. Oui. Hein? Mais alors, t'as un déficit d'attention? oui, j'ai un déficit de l'attention qui a été diagnostiqué là, à l'âge adulte. OK. Fait que là, tu t'auto-traites en aidant les autres. Oui. Je ne veux pas faire de la pop psycho, là, mais... Vraiment, parce que d'abord, quand le psychologue m'a dit « mais c'est comme si vous vous transformiez en loup-garou », là, je fais comme « ah oui, c'est ça ». Là, et puis, c'était un psychologue spécialisé aussi en TDAH. D'ailleurs, je le remercie au début de l'ouvrage. Et il me dit « mais tu sais qu'on est capable de prévoir les soirs de pleine lune ». Oui. Ah oui? Il dit oui. Il dit quand j'ai des rapports qui sont en retard, la vaisselle sur le comptoir qui s'accumule, les vêtements dans les paniers à plier et tout ça. Beaucoup d'activités pendant la fin de semaine. Pas le temps de rien faire. Oui, la maison, tu sais, sans se décider. Ça déborde. Oui. Alors là, c'est signe qu'il y a peut-être une petite transformation qui s'en vient. Alors, c'est peut-être important de... OK. On remet de l'ordre dans nos choses. On fait des choix par rapport aux activités qu'on veut faire et tout ça pour aménager notre horaire de manière à ce qu'on ait toute l'énergie disponible, cognitive dans notre tête pour traiter l'information et être capable, fonction cognitive, d'inhiber, par exemple, une grosse colère. OK. De la prévoir puis qu'elle passe peut-être un petit peu choquée, mais pas trop. Ouais, oui, c'est ça. On peut se permettre. Oui. On peut être en maudit dans la vie. Oui. Et parfois, des transformations arrivaient, mais étant donné que je me donnais le droit, que c'était quelque chose que j'avais nommé et que je voyais, on appelle ça la thérapie narrative. Là, on est capable de départager la personne du comportement. Et mon fils, à la toute fin, justement, s'est dit, je croyais que toute cette histoire était du passé jusqu'au jour où mon frère a fait la rencontre de son mini loup-garou. OK. Parce que mon fils aussi a un loup-garou. Mon conjoint n'a pas de loup-garou, ma fille non plus. OK. Fait pas dans le tempérament. Mais là, on sait. Mais on le sait, oui. puis on l'atténue. Alors, quand, par exemple, il y a une transformation, mais là, j'étais capable de dire « Eh là là, ton loup-garou est allé fort aujourd'hui, hein? » Puis là, on regarde. Tu sais, donc, plutôt que de vivre la culpabilité pour lui, contrôle-toi, c'est important. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, comment tu dis ça, la thérapie narrative. Oui. Je ne suis pas ma maladie. Je ne suis pas ce comportement-là. C'est ça. Puis ça, c'est bon. J'ai le cancer, je ne suis pas le cancer. Je suis une personne, oui, qui a un cancer, mais c'est pas ça. Je sais pas mon identité à 100%. Là. Exactement. C'est intéressant. Il ne reste pas bien de temps, ma chère. Regard sur l'éducation. Oui. La valorisation de la profession d'enseignant. On a de la misère à recruter, puis là, ci, puis ça. Puis là, des fois, on ne veut pas caricaturer, mais tu sais écrire, viens enseigner. J'ai entendu pas plus tard qu'aujourd'hui, une enseignante secondaire 3 avec quelqu'un qui faisait un remplacement dans une école montréalaise et puis dans la région de Montréal. Je ne peux pas dire que c'est le centre de service scolaire de Montréal en particulier, mais et l'enseignante, c'était pas une enseignante légalement qualifiée, mais une infirmière qui venait porter main forte. Mais ça, qui enseigne le français, là. C'est un échec, ça, sociétal. C'est un échec sociétal. Parce pourquoi qu'on est arrivé à ça, puis super bien fait, la madame, moi, je suis sûr, c'est quelqu'un de très agréable. Absolument. Mais est-ce qu'on enverrait un enseignant travailler dans un hôpital comme infirmier? Puis c'est pas si important, moi, dans ma tête. On confie des enfants à ces gens-là. Mais c'est l'avenir, c'est la société de demain. On parle de ça tantôt. C'est comme hyper important, l'éducation. Là. Oui. C'est vital. Oui. Puis là, on envoie... Mais ça, c'est quoi? On n'a pas assez valorisé, on n'a pas assez soutenu les enseignants, on les a pas assez payés, les parents ne sont pas assez présents dans l'éducation. C'est quoi Mais c'est difficile quand même pour le parent d'être présent là, dans le...
tout dépendant des types Ouais. d'écoles ou de Ben moi, j'entends façon de souvent faire, ça là. d'enseignants. Là. Tu sais, avant, là, le parent nous appuyait dans la démarche. Ah oui, dans ce Puis sens-là, là, je on se fait comprends. obstiner ou ils sont absents carrément. Oui. Ils sont pas, ils viennent pas aux rencontres de parents, ça répond pas, tout ça. Mais c'est quoi les facteurs que tu identifies à ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les facteurs d'échec, mais surtout les facteurs, les clés de solution, ça serait quoi? Mais c'est sûr que le fait, puis là, c'est quelque chose d'assez important que je vais dire, là. Puis, je veux dire, c'est ce que je pense en ce moment. Ma position peut changer dans les prochains mois, mais je pense que ce soit un gouvernement qui change, par exemple, aux 4 ans, bien, ça peut peut-être influencer, là, justement, je veux dire, un dirigeant d'entreprise, là, si on changeait de dirigeant d'entreprise aux 2 ans, l'entreprise, à un moment donné, sa planification stratégique perdrait peut-être la route. Hein. C'est vrai. Alors là, on a changé de ministre de l'Éducation aux 2 ans depuis je ne sais combien d'années, là. Mm-hmm. Alors, cette vision stratégique-là, puis de mettre des choses en place avec une vision à long terme, quand on est un gouvernement qui peut changer du jour au lendemain, là, ou aux 4 ans, là, bien, ça peut peut-être... Donc, peut-être que la voie de l'indépendance de l'éducation dans une entité... Ben, un peu un genre d'Hydro-Québec de l'éducation. Quelle bonne idée. Je n'avais pas pensé à ça. Voilà. Oui. Donc, avec des... Martin, ben ouais, bon. Oui, Tu as avec fait de des la science spécialistes, politique, moi, là. Il faut que ça ah, serve. oui. Ben oui, j'ai un bac pour une maîtrise, un début de doctorat en sciences politiques. Mais non, c'est ça. Mais non, donc de séparer le politique, l'éphémère, parce que là, on ne veut pas suspendre la démocratie au Québec au nom de l'éducation. Qu'on ait des élus, moi je trouve que ça ne m'est pas d'idée, Oui. qu'on vote pour les gens qui décident pour nous autres, mais comme tu dirais, de moins être dans les courants à la mode, parce que le politicien, c'est ça. Là, on voit les écoles, les écolarmes, puis là, les scies, puis là, la robotique, puis là, l'intimidation, puis là, on met des projets, puis on pitche l'argent. La francisation, 32 000 personnes présentement attendent pour avoir un cours en francisation, puis on dit que c'est important au Québec de parler français, mais on ferme des classes, on n'a pas d'enseignants qualifiés. OK, je comprends. Hey, merci, Mélanie. En tout cas, je ne sais pas si vous avez aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Beaucoup rencontrer Mélanie Saint-Onge. C'était très instructif. Puis je salue ta liberté de parole. Tu as dit ce que tu pensais. Des fois, tu ne le savais pas. C'est bien correct, mais je salue ça. Puis moi, je vais continuer de suivre tes Oui, pour beaux... les mamans, les grands-mamans Oui. aussi, peut-être faire la paix avec... Bon, oui, les petits travers qu'on a. petits travers qu'on oui, a eus. bon, oui. Voilà. Si on était tous parfaits, ça serait bien plate. Oui. Merci, ma chère. Bien, merci beaucoup. Très agréable.